Épique Époque, regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans les locaux de l'incroyable planétarium de Strasbourg pour une nouvelle édition d'Épique Époque. Les fidèles de ce format connaissent déjà, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Épique Époque, c'est un cycle de conférences sur des sujets d'actualité et des grands défis de société, adressés par les regards croisés de chercheurs, chercheuses ou professionnels de plusieurs disciplines. C'est un événement qui est organisé tous les mois par le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg et soutenu par la région Grand Est. Ces conférences sont également enregistrées et diffusées en podcast sur le site de la RCF et vous pouvez les retrouver sur rcf.fr pour tous vos amis qui n'ont pas pu venir et qui voudraient écouter l'échange aujourd'hui. Alors, le choix des thématiques et la coordination de l'événement sont assurés par Margot Ozink, chargée de programmation des conférences et d'actions culturelles en territoire au Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. Comme il est d'usage, la soirée sera illustrée en direct par Hélène Bléau, qui est en haut, illustratrice et autrice de bande dessinée, et nous aurons donc la chance de voir ses créations à mi-parcours dans la soirée, ainsi qu'à la fin de la conférence. En coulisses, on remercie aussi tous les personnels du planétarium qui assurent l'accueil des publics et la régie technique de la soirée. Je pense que vous pouvez bien les applaudir. Je m'appelle Eléa Eberlé, je suis médiatrice scientifique indépendante et c'est moi qui vais animer les échanges ce soir. Et cette soirée ne serait rien sans nos intervenantes et intervenants. Donc je vous prie d'accueillir Lydie Bichet, sociologue au laboratoire interdisciplinaire en études culturelles et le LYNX, chercheuse associée au LYNX. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Nous accueillons également Théo Friedrich, qui est doctorant en psychologie sociale au laboratoire de psychologie des cognitions à Strasbourg, le LPC. Et enfin, Régis Aubry, qui est médecin gériatre et professeur à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes également directeur du bureau du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. C'est correct? Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Et le dernier ingrédient pour une soirée épique époque, c'est vous, le public, puisque vous pourrez participer à la fin de cet échange et poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc écoutez bien tout au long des échanges et gardez vos questions pour la fin. Vous pourrez échanger avec les intervenants. Alors ce soir, pourquoi avons-nous choisi ces invités? C'est là que vous intervenez. Est-ce que vous pourriez rapidement, en 2 phrases, commencer juste par vous présenter, nous expliquer quelle est votre spécialité d'études et du coup quel regard vous apporter sur cette thématique du vieillissement, puisque ce soir on parle de cette question qui concerne tout le monde, le vieillissement. Il y a quelques mois on vous parlait de natalité. Moins de natalité, ça veut aussi dire dans le futur plus de personnes plus âgées, et donc c'est un peu le prolongement de ce que vous avez vécu il y a quelques mois. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter sur le site de la RCF après. Je te laisse commencer, Théo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis donc doctorant en 2e année en psychologie sociale et ma thèse de doctorat porte sur le vieillissement et en particulier en psychologie sociale, on parle d'agisme, un concept que j'aborderai donc au cours de cette présentation. Mais concrètement, en psychologie sociale, on travaille sur les groupes sociaux et la façon dont les groupes se perçoivent et interagissent ensemble, tout simplement. Merci beaucoup, je pense que c'est très clair. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis sociologue et plutôt sociologue spécialisée en sociologie de la santé et en sociologie des âges de la vie. Donc, je le précise parce que j'ai quand même initialement travaillé plutôt sur l'enfance et la jeunesse et depuis quelques années sur le grand âge avec des questionnements similaires autour de qu'est-ce que ça veut dire grandir, qu'est-ce que ça veut dire avancer en âge et autour des questions de santé et d'autonomie à divers âges de la vie. Alors moi, je ne sais plus trop quel titre je suis là, mais peut-être parce que je commence à être vieux d'ailleurs. Mais je suis médecin, je me suis occupé toute ma vie de personnes en situation de vulnérabilité. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine des soins palliatifs, dans le domaine de la gériatrie. Je dirige un institut des situations de vulnérabilité liées à la santé. J'en dirai peut-être 2 mots d'ailleurs, parce que ça, c'est quelque chose qui m'apparaît important. Et je pense, plutôt là au titre aussi du Comité consultatif national d'éthique qui réfléchit particulièrement aux questions de nature éthique en l'occurrence, que peut susciter le vieillissement dans notre société, surtout si notre société ne veut pas regarder ce qui l'attend.
Très bien, donc vous avez compris, ce soir on a un gros programme, on va parler de plein d'aspects du vieillissement et du coup je propose qu'on commence tout de suite par parler du vieillissement sous son prisme social. En quoi le vieillissement c'est une construction sociale ou une classe sociale dont on peut parler, et du coup je vais te laisser la parole. Oui, alors on s'accorde avec Lydie sur le fait que le vieillissement c'est une construction sociale, puisque tout d'abord, on a des marqueurs physiologiques qui nous indiquent directement qu'une personne est âgée. Comme vous le voyez ici, ces 3 facteurs physiologiques nous indiquent directement qu'une personne est âgée lorsqu'elle est ridée, lorsqu'elle a des cheveux blancs et lorsqu'elle a des difficultés à se déplacer, et qu'elle se déplace notamment avec une canne. Alors il faut savoir que ces marqueurs physiologiques, ils sont totalement arbitraires, parce que je pense qu'on est d'accord pour dire qu'une personne de 20 ou 30 ans peut déjà avoir des cheveux blancs, peut aussi avoir des difficultés à se déplacer, et pourtant on ne va pas la considérer comme une personne âgée. Donc ces marqueurs qui sont physiologiques, qui sont physiologiques et qui sont arbitraires, font écho à la perception que l'on a du vieillissement, et cette perception du vieillissement, elle varie selon les présupposés qu'on a de la vieillesse, que ce soit sur le plan culturel. Entre les cultures, on ne va pas s'accorder sur la même chose en termes de vieillissement. Au sein même d'un individu, entre nous, on ne va pas donner la même notion d'une personne âgée, on ne va pas donner le même âge à une personne âgée. Et donc finalement, être vieux, c'est quelque chose de très subjectif, très arbitraire, qui est propre à chacun. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous donner un âge précis à partir duquel on commence à être âgé, puisqu'à nouveau, chacun d'entre vous va définir une personne âgée différemment. Néanmoins, on peut s'appuyer sur certaines études, notamment une étude européenne qui est réalisée sur une vingtaine de pays avec plus de 50 000 répondants européens, qui va questionner ces questions de vieillissement, et notamment en interrogeant les participants sur 2 questions primordiales. À partir de quand on commence à vieillir et à partir de quand s'arrête la jeunesse finalement. Et ces participants doivent se positionner donc en donnant un chiffre à ces 2 questions, et on peut le voir déjà sur ce premier graphique que entre les pays, que ce soit au Portugal par exemple, on arrête d'être jeune à 34 ans et on commence à vieillir à 66 ans. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France, comme vous le voyez, on arrête d'être jeune à 41 ans et on commence à vieillir à 64 ans. À nouveau, ce sont des moyennes. Donc, c'est la moyenne des réponses de plus de milliers de répondants français, notamment, qui dit donc qu'un jeune, c'est une personne de moins de 41 ans. À nouveau, on n'est pas forcément tous d'accord ici pour dire qu'un jeune, c'est moins de 41 ans, mais en tout cas, c'est sur cette base-là que moi, je vais concevoir mes expériences. Je vais donc catégoriser mes participants qui ont moins de 41 ans comme étant des jeunes et des participants qui ont plus de 64 ans comme étant des personnes âgées, sur la base donc de la représentation du vieillissement en France. C'est intéressant comme graphique. Je vois qu'en Grèce, on commence à être vieux à 69 ans. Donc, si on ne veut pas se faire traiter de vieux, il faut mieux déménager en Grèce. C'est ça ? Exactement. Après, c'est aussi donc très dépendant du système de retraite qu'on a selon les pays. En France, ça suit la courbe de départ à la retraite. Dans d'autres pays, pas forcément. Mais comme on le voit, en effet, selon certains pays, c'est plus appréciable d'être vieux plus tard que dans d'autres. Exactement. Ok, je te laisse compléter peut-être sur cette question de la construction sociale de la vieillesse. Oui, peut-être préciser dans un premier temps qu'en sociologie, on s'intéresse à la question de la vieillesse et du vieillissement depuis une 40aine d'années déjà, et que bien sûr cet intérêt, il a initialement émergé parce qu'on a commencé à se poser des questions autour de l'augmentation de la population âgée. Donc on a globalement différentes approches pour essayer de comprendre ce vieillissement. On a beaucoup d'études dites macrosociologiques, c'est-à-dire de grande ampleur et statistiques, qui se sont intéressées à la vieillesse en tant que groupe d'âge spécifique, en essayant de comprendre qu'est-ce qui serait éventuellement spécifique à cet âge de la vie. Et ce qui est intéressant avec ces études statistiques, c'est que finalement, elles viennent définir la vieillesse comme étant un âge chronologique. Souvent, on part du principe que les personnes âgées, ce sont l'ensemble des personnes de 60 ans et plus, ou de 65 ans et plus, et puis on essaie d'étudier ce que ces personnes auraient de spécifique. Ce qui masque aussi le fait qu'à l'intérieur de cet ensemble, on a finalement une grande diversité de profils, de vécus, d'expériences et de modes de vie.
Donc cet intérêt de la sociologie, finalement, il s'est progressivement un peu tourné vers une autre approche qui est une approche micro-sociologique. Et le but, c'est ici d'essayer de comprendre plutôt les expériences et les parcours individuels, ce qui nécessite une méthodologie d'enquête différente. Et on parle de méthodologie qualitative. Moi, personnellement, je travaille plutôt avec cette méthodologie-là, ce qui correspond à la réalisation d'entretiens, de récits de vie pour essayer de comprendre quelles sont les trajectoires réellement des individus. Et puis également, parfois avec des observations ethnographiques dans le quotidien des personnes pour essayer de comprendre leur expérience concrète. Donc on a ces deux grandes approches en sociologie. Et ce qui est intéressant avec cette deuxième approche que je viens de présenter, c'est que finalement, ça nous met en lumière le fait que le vieillissement, ce n'est pas un état nécessairement, c'est un processus. Et on peut s'intéresser à quel est ce processus et comment est-ce qu'il est vécu. Donc, en étudiant ce processus, on peut aussi remarquer qu'il y a des transitions et des moments importants dans la vie d'une personne. On a notamment beaucoup travaillé sur la retraite, le veuvage ou l'entrée en institution médico-sociale. Si ça vous intéresse et si vous voulez avoir davantage d'informations sur tous ces travaux que je ne vais pas pouvoir présenter, je vous invite à aller voir dans l'ouvrage de Cornelia Hummel, Isabelle Malon et Vincent Karadec qui s'appelle « Vieillesse et vieillissement au pluriel », du coup, regard sociologique. Ce que je voudrais mettre en avant ici, c'est que finalement, ce qui ressort de ces travaux, c'est qu'il est très difficile de parler de la vieillesse, puisque ce n'est pas une catégorie homogène et ce n'est pas non plus une catégorie fixe. Ce n'est pas une catégorie homogène, on le voit comme le disait Théo, finalement, chacun a aussi sa façon de catégoriser ce que serait la vieillesse. Les expériences sont très diverses et puis on voit aussi assez difficilement comment est-ce qu'on pourrait mettre dans une même catégorie à la fois un jeune retraité d'une 60aine d'années et puis un centenaire ou un super centenaire qui aurait 100 ans, 110 ans. On n'aurait pas idée de mettre dans la même catégorie des personnes de 1 à 50 ans. Donc on peut se poser la question aussi de est-ce que ça a du sens de faire cette énorme catégorie qui serait la vieillesse. Je disais que ce n'était pas non plus une catégorie fixe puisque finalement les catégories d'âge sont ce qu'on appelle des constructions sociales, ce qui veut dire qu'elles sont différentes selon les espaces et puis qu'elles évoluent également dans le temps. Donc ces catégories d'âge, on les observe, on les imagine assez spontanément sur la base d'un découpage d'âge chronologique. Donc on pense l'enfance, l'adolescence, le grand âge, la vieillesse, comme une succession d'étapes qu'on pourrait venir découper et puis qui s'enchaîneraient de façon assez fluide. Et pourtant, on voit bien qu'on a de grosses difficultés à comprendre ou à saisir assez finement comment s'opérerait le passage d'un âge à un autre. On le voit assez bien, par exemple, quand on parle d'adolescence. À quel âge est-ce qu'on serait adolescent? À quel âge est-ce qu'on quitterait l'adolescence pour rentrer dans le monde adulte? C'est quelque chose qui est relativement flou. Et de ce flou émergent même de nouvelles catégories, puisqu'on parle aussi maintenant de préadolescence et on parle de plus en plus d'adolescence. Les catégories sont toutes aussi floues. En ce qui nous concerne, on pourrait se demander, est-ce que finalement on devient vieux à 60 ans pile? A priori, plutôt pas. Est-ce qu'on devient vieux à 65 ans? Et plus largement, est-ce que ça a du sens de découper cet âge aussi strictement et sur la base d'un âge chronologique? Donc ces questions, elles nous appellent plutôt à réfléchir finalement comment est-ce que la vieillesse a historiquement été pensée dans nos sociétés. Et je vais ici essayer de remonter pas trop loin, déjà parce qu'on n'a pas le temps, et aussi parce que je ne suis pas nécessairement spécialiste de cette question. J'aimerais juste peut-être remonter au 19e siècle pour montrer qu'on a des évolutions dans ces représentations, et puis aussi pour montrer que depuis longtemps, il y a aussi beaucoup d'ambiguïté et d'ambivalence dans la façon dont on se représente la vieillesse et les personnes âgées. Donc peut-être rappeler qu'en Occident, on peut observer plusieurs images de la vieillesse qui se chevauchent, on les voit bien toutes les deux. Par exemple, au XIXe siècle, on retrouve à la fois une image de la vieillesse qui est associée de longue date au respect, à l'idée de savoir, de sagesse, ce qu'on retrouve par exemple dans l'œuvre de Titian qui est ici, et qui s'intitule « Allégorie du temps gouverné par la prudence ». Donc on a bien l'idée que cette vieillesse qu'on voit ici à gauche, elle représenterait finalement une prudence à laquelle on pourrait arriver. Et je me permets juste de faire la petite audio-description pour le futur podcast, mais du coup, dans cette œuvre, on voit 3 visages d'hommes à différents âges de la vie, quelqu'un de jeune, moyennement jeune et âgé, c'est ça? Oui. Avec une représentation de 3 animaux en bas, différents. J'imagine, c'est un peu dur à voir, il y a un lion au milieu, mais les autres, je me représente pas trop. En tout cas, vous pourrez en différer, aller voir le tableau si ça vous intéresse. Et puis retenez aussi le titre que je trouve très intéressant, Allégorie du temps gouverné par la prudence. Donc on a quand même cette idée de sagesse, de prudence dans le temps qui passe.
Et puis on a donc une autre image qui émerge donc au XIXe siècle, qui n'était pas nécessairement aussi présente à ce moment-là, c'est la figure d'une vieillesse ouvrière, prolétaire, misérable, qui est ici illustrée par le tableau de Goya, qui représente et qui s'intitule « Deux vieillards mangeant de la soupe ». Donc je ne vois pas comment le présenter autrement, si ce n'est que l'image est assez lugubre et triste. Voilà, donc c'est une autre image de la vieillesse. On la retrouve aussi très bien dans les romans de Balzac ou de Zola, par exemple. Donc cette vieillesse ouvrière, prolétaire et misérable. Donc à cette époque, dans la société industrielle du XIXe siècle, la vieillesse, elle tend à devenir, ou en tout cas à être considérée comme un problème social. Et on voit apparaître dès cette époque l'idée d'un vieillissement de la population, et surtout l'idée d'un vieillissement de la population qui serait problématique parce qu'il s'accompagnerait d'un affaiblissement économique et social de la nation. Je vais vous lire ici un passage du travail d'Élise Feller, qui est historienne, et qui nous dit que le concept de vieillissement de la population, il a brouillé et il a dévalué très durablement en France les réalités et les images qu'on a de la vieillesse. Elle parle, elle, d'une obsession démographique qui hante la France par rapport à ce vieillissement de la population. Ce qui n'est pas sans rappeler en réalité les discours actuels qui s'inquiètent du nombre grandissant de personnes âgées. Et là, je voudrais juste rappeler qu'on en parlait déjà dès le 19e siècle et qu'on s'en inquiétait déjà. Et que dès cette époque, ce discours contribue à installer l'idée que la vieillesse est une décadence à la fois individuelle mais également collective et sociale. Donc ce petit retour en arrière pour mettre en avant qu'on a en fait depuis longtemps un discours ambivalent sur la vieillesse, avec deux imaginaires qui entourent cet âge de la vie, en quelque sorte deux vieillesses. Donc d'un côté, une vieillesse en santé qui est intégrée et qui bénéficie d'une image de sagesse, de prudence, et de l'autre côté, une vieillesse invalide qui est davantage marquée par le déclin et la déchéance. Donc, ces ambivalences, on les retrouve encore aujourd'hui sous des formes bien sûr différentes, mais je vous ai mis ici deux affiches de la Semaine Bleue qui me semblent représenter un petit peu la façon contemporaine qu'on pourrait retrouver ces deux images. Donc la Semaine Bleue, pour le dire rapidement, c'est une semaine nationale qui est dédiée aux personnes âgées et aux retraités. C'est quelque chose qui a été créé en 1951 et depuis tous les ans, cette semaine est organisée autour d'une thématique différente. Donc ici, on a deux affiches. Une affiche de 1987, qui est l'affiche jaune qui est là. Donc c'est une affiche sur laquelle on retrouve finalement une personne âgée qui est aidée par une personne beaucoup plus jeune. Et le titre, c'est « Faire face à la perte de l'autonomie ». Donc ici, on lit très directement vieillesse et dépendance, ou en tout cas perte d'autonomie, avec une image de la vieillesse comme finalement moment de déclin. Sur l'autre affiche que je vous ai mise, qui date de 2001, cette fois, on met plutôt à l'honneur des personnes âgées et surtout des retraités actifs. Donc, on voit déjà une image beaucoup plus colorée, joyeuse, avec des personnes qui sont entourées, qui ont des activités artistiques et des activités physiques. Ce qui n'est finalement pas sans lien avec la partition actuelle de la vieillesse, qui s'est progressivement organisée autour de ces deux pôles, notamment à la suite de la généralisation du droit à la retraite qui a été concrétisé en 1945. Je le cite parce que c'est un moment assez important et sur lequel on revient souvent en sociologie, puisque finalement ce droit à la retraite, il est venu institutionnaliser une nouvelle phase de la vie et par là même, il est venu faire évoluer légèrement les représentations qu'on pouvait avoir de la vieillesse et venir structurer un petit peu ces deux pôles. Donc je cite à nouveau Élise Feller qui nous dit qu'en un demi-siècle, on est passé d'une gestion privée de la vieillesse, centrée sur la famille, le patrimoine ou la charité, à une gestion collective, d'abord partielle, puisqu'elle était centrée sur la figure du vieillard indigent, et puis globalisante, puisqu'elle était centrée sur la figure du retraité. Donc ce nouveau droit à la retraite, il est venu créer cette nouvelle catégorie, donc cette catégorie de retraités, ce qui va faire bouger les représentations sociales de la vieillesse, qui vont s'organiser progressivement, je le disais, autour de deux pôles. Ces deux pôles, c'est ce qu'on appelle assez régulièrement le troisième et le quatrième âge. Donc il s'agit ici de deux âges qui sont vus un peu comme deux phases différentes de la vieillesse. Ce sont des âges auxquels on attribue des représentations différentes et ce sont aussi des âges pour lesquels on va mettre en place des politiques différentes. Et ces politiques, elles vont aussi participer de la construction de ces différents âges. Je vais revenir sur ces âges assez rapidement. On a donc d'un côté ce premier pôle qui est le troisième âge. C'est ce qu'on retrouve finalement derrière la figure du jeune retraité actif qui profite de la vie, avec une retraite qui est promue comme étant le temps des loisirs, le temps de l'accomplissement de soi, le temps de la consommation. Cette catégorie du troisième âge, elle a d'ailleurs très largement émergé en lien avec le développement des clubs, des universités, des voyages pour le troisième âge, et également en lien avec une politique des modes de vie qui a été menée à partir des années 60.
Ce qu'on observe par contre avec cette catégorie du troisième âge actif ou des retraités, c'est que en mettant en avant cette catégorie, il y a toute une partie de la population vieillissante qui disparaît un petit peu. Ce sont finalement toutes ces personnes vieillissantes qui vont mal, qui ne peuvent pas nécessairement effectuer toutes ces activités. Et ça rejoint davantage ce que je disais, donc le deuxième pôle, ce qu'on appelle le quatrième âge. Donc cette fois, le quatrième âge, on en parle plutôt pour parler d'une autre catégorie qui a émergé. Donc ce sont les personnes âgées dépendantes, soit les 60 ans et plus, mais les 60 ans et plus qui ont des difficultés et des incapacités importantes pour effectuer les activités quotidiennes. Donc ici, ce qualificatif de quatrième âge, il renvoie plutôt à l'idée d'une fragilité, à une image déficitaire du grand âge. Donc c'est une catégorie qui a largement émergé dans les années 60, 70, 80, avec une politique qui s'est beaucoup tournée vers cet enjeu qui est devenu central de la dépendance, avec une approche également plus médicale, et avec un vieillissement qui est davantage considéré sous l'angle des incapacités. On va essayer d'évaluer ces incapacités et puis aussi de pouvoir fournir une aide qui est apte à compenser ces incapacités. À noter aussi, ça c'est intéressant, que depuis les années 2000, on parle peut-être un peu moins de dépendance que d'autonomie. On va parler par exemple de personnes qui sont en perte d'autonomie. Premièrement, le terme il est jugé un peu moins péjoratif. Et puis, il permet surtout de mettre en avant l'objectif de la politique qui est mise en œuvre. Donc, c'est une politique qui vise à soutenir l'autonomie ou en tout cas à éviter autant que possible la perte d'autonomie. Donc, au sujet de ces deux catégories, du troisième et du quatrième âge, pour finir sur ce petit passage par la définition de ces catégories d'âge, je voudrais souligner aussi que certains chercheurs relève qu'il y aurait un risque d'une dissociation dans les prises en charge finalement de la vieillesse, avec pour les uns, donc pour ce quatrième âge dit dépendant ou en perte d'autonomie, on aurait une logique principale qui serait une logique curative qui vise à compenser les charges qui sont liées à la perte d'autonomie ou bien le renvoi de ces personnes vers des institutions spécialisées. Et on aurait d'un autre côté, pour le troisième âge, donc cet âge dit actif, plutôt une logique préventive qui vise à valoriser les bons comportements pour bien vieillir, donc, c'est-à-dire qui vise à faire que ces personnes puissent adopter un ensemble de pratiques qui sont préconisées. Une alimentation équilibrée, le fait de bouger, d'avoir une activité physique régulière et de maintenir des liens sociaux. C'est ce qu'on retrouve assez bien, je trouve, dans l'affiche de la Semaine bleue qui date de 2024. C'est l'image qui était avant, je crois. C'est cette affiche-là, où finalement, on voit toutes ces personnes âgées qui ont beaucoup d'activités et puis qu'on appelle finalement à bouger ensemble pour entretenir la flamme. Donc, ici, on retrouve l'idée que pour bien vieillir, il s'agirait de façon générale de promouvoir un mode de vie qui favorise un vieillissement actif. C'est le fait d'être acteur de son vieillissement et surtout d'anticiper ce vieillissement pour bien vieillir. Ce qu'on relève aussi, c'est que très souvent, on a une focale qui est faite sur la responsabilité individuelle. C'est quelque chose qu'on retrouvait déjà plus largement en santé, où on appelle les individus à être les entrepreneurs de leur existence, à être actifs, à faire des choix éclairés et à avoir de bons comportements de santé. Donc on le retrouve également dans le grand âge. Donc, on considère l'individu comme étant le faiseur de son histoire personnelle, et puis dans le cas présent, on considère les individus comme étant les faiseurs de leur vieillissement, d'un vieillissement qu'il s'agit d'anticiper et qu'il s'agit de réussir. Donc certes, il y a un côté très positif à tout ça, c'est qu'on dépasse en partie une vision pessimiste, un peu fataliste de la vieillesse, avec l'idée qu'on peut agir sur son vieillissement. Mais il y a aussi quelques limites dans tout ça, et j'aimerais les mettre en discussion. Une première limite que je vois ici, c'est que finalement, pour réussir son vieillissement, il s'agirait avant tout de le ralentir ou de le repousser. Donc on garde une image assez négative de la grande vieillesse, qui serait finalement devenue la vraie vieillesse et qui continuerait de fonctionner comme un repoussoir. Une autre limite, c'est que ce discours, il tend à faire des individus les seuls responsables de leur bien ou de leur mal vieillir, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui influent, et notamment des facteurs sociaux. Et la dernière limite, c'est que finalement, cette incitation à bien vieillir, elle semble également être devenue pour beaucoup une injonction. Certains auteurs parlent même d'une tyrannie du bien vieillir, et c'est notamment le cas de Michel Billet et de Didier Martz, qui ont écrit un ouvrage en 2010 qui s'appelle « La tyrannie du bien vieillir ». Vieillir et rester jeune, et je vous cite encore un court passage de cet ouvrage. Donc les auteurs nous disent
L'idéologie du bien vieillir désigne tout à la fois des pratiques de soins et des manières de conduire sa vie, notamment sur le plan de la santé. Elle est un label aussi bien pour les produits cosmétiques et diététiques que pour les produits immobiliers. Le bien vieillir transforme la vieillesse en marché et maintient les mêmes individus, donc les personnes âgées, en situation de consommateur, ce qui me semble faire très directement le lien avec le marché de la silver economy, ce qu'on appelle parfois l'économie des seniors, qui est une notion qui a émergé dans les années 2010 pour recouvrir un peu l'ensemble de tous les marchés, de tous les enjeux économiques qui émergent autour de la question des personnes âgées. Donc ce secteur, il est très important, il est aussi très divers. On va retrouver ici les soins à la personne, les loisirs, l'habitat avec les logements adaptés, la domotique. Et puis, il va recouvrir aussi un domaine qui m'intéresse particulièrement, c'est tout ce qui relève de la santé et de l'autonomie, avec beaucoup de choses qu'on voit se développer, comme la télémédecine, la téléassistance, la robotique également, et puis un panel très divers d'objets connectés pour cette population âgée. Donc on a des montres connectées, des dispositifs de géolocalisation, on a beaucoup de capteurs et puis on a aussi des choses comme des détecteurs de chute. J'en parlerai un peu après. Je finis sur la silver economy. À souligner aussi que c'est un secteur qui est soutenu par l'État, notamment depuis 2013 avec la signature d'une filière particulière. Et je précise que cette filière, ce contrat de filière, il a pour objectif de structurer ce secteur en une vraie filière industrielle et de favoriser l'essor de l'industrie française. Tout ça pour dire que finalement, cette population de plus en plus âgée qui nous inquiète tant, elle semble également représenter une occasion de développement économique que certains ont très bien su saisir. Donc pour ma part, est-ce que je suis bonne en temps ? Encore 2 minutes ? Ouais, je vais essayer d'aller très vite alors. Pour ma part, pour finir là-dessus, simplement préciser que moi, je m'intéresse beaucoup à l'autonomie et aux questions de santé, ce que je fais notamment dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle InnovCare, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui s'intéresse à toutes ces technologies pour la santé et l'autonomie des personnes âgées. La question étant de savoir en quoi l'introduction de ces technologies dans les soins vont avoir des effets divers pour les personnes âgées, en quoi est-ce que cette introduction va modifier le soin et les relations de soins, et qu'est-ce que ça nous dit finalement de prendre en charge de façon technologisée des personnes âgées. Donc toutes ces technologies, elles ont été introduites un peu partout. On les voit ici également dans les campagnes de prévention. Donc ici, je vous ai mis une illustration de la stratégie régionale de la prévention des chutes dans les Pays de la Loire, d'où je viens. Et on voit que parmi les différents axes qui ont été pensés, on a l'axe numéro 5, je ne présente pas du coup les autres, on a l'axe numéro 5 qui m'intéresse particulièrement, qui est la téléassistance et qui est ici présenté comme un outil de prévention. Donc on voit ici une personne qui a chuté, et on la voit appuyer sur son capteur, ce qui est censé pouvoir la mettre en lien avec quelqu'un qui va venir l'assister. Avec différents collègues, on a réalisé une revue de la littérature scientifique qui vise à analyser les différentes études internationales qui ont été réalisées et publiées sur ce sujet. Je ne vais pas présenter toute l'étude du coup, simplement peut-être revenir sur certains points qui me semblent intéressants et qui pourraient être discutés. Premièrement, les arguments qui sont souvent mis en avant pour justifier l'introduction de ces différents dispositifs dans les soins aux personnes âgées. On a bien sûr ce vieillissement démographique dont on s'inquiète parce que notre système de santé ne serait pas apte à y répondre. On a un manque de soignants effectifs. Et puis l'idée finalement de mettre de la technologie, c'est qu'on pourrait couvrir ce manque de soignants en mettant finalement des personnes qui vont pouvoir suivre des constantes, par exemple à distance. Un deuxième argument qui revient très souvent, c'est la logique de désinstitutionnalisation des soins avec deux phénomènes qui se contredisent. Finalement, ce sont des personnes âgées qui veulent rester à domicile le plus longtemps possible, ce qui s'entend. Et puis, d'un autre côté, des aidants, et notamment des aidantes, qui sont de moins en moins disponibles pour suivre et accompagner ces personnes âgées. Donc ici encore, la technologie, elle est promue comme étant la solution. Si on introduit de la téléassistance ou des capteurs de chute, finalement, ça rassurera les familles et en même temps, elles pourront prendre soin de leurs parents à distance. Et ça limitera éventuellement des visites très régulières au domicile du parent. Et puis ces technologies, elles sont aussi présentées comme un moyen de gagner en autonomie pour les personnes âgées. Je vous prends ici un exemple assez concret, c'est par exemple le fait d'introduire des toilettes automatiques. C'est quelque chose qui est promu comme très bien la personne âgée va pouvoir faire elle-même, par et pour elle-même. Et puis finalement, elle gagnera aussi en dignité, puisqu'on va retirer le professionnel ou on va retirer les dents, et puis la personne pourra gagner en dignité et puis en intimité, pardon.
Donc on voit ici finalement qu'on a une certaine image de la vieillesse, qu'on retrouve dans cette évolution de la prise en charge et en soin de ces personnes âgées. Finalement, la bonne personne âgée, ce serait une personne âgée qui minimise sa dépendance aux autres en augmentant sa dépendance à la technologie, ce qui est également un marché économique qui se développe. Je reviendrai dessus si ça vous intéresse, mais là, je vais peut-être couper. Simplement dire que ces évolutions, elles mettent en avant finalement, sous couvert de promouvoir l'autonomie, on promeut une certaine autonomie, c'est-à-dire une autonomie intra-individuelle qui reviendrait à faire seul, ce qui est contraire à ce qu'on appelle en sociologie, en philosophie, l'éthique du care. Éthique du care selon laquelle finalement le soin, ce n'est pas une somme d'actes, une somme de pratiques, c'est une relation d'interdépendance qui veut qu'on soit attentif aux autres. Voilà, ça pose plein de questions sur qu'est-ce que c'est le soin. Est-ce qu'on peut prendre soin de quelqu'un à distance? Est-ce qu'on peut prendre soin de quelqu'un sans le voir, sans le toucher? Voilà, je m'arrêterai ici. Mais si ça vous intéresse, j'aurai encore d'autres choses à dire. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir aux questions, mais merci pour ce tour d'horizon hyper intéressant. Comme tu l'as très très bien dit, en fait, la vieillesse, c'est une construction et qui est associée plutôt à une connotation négative, globalement maintenant, suite aux évolutions dont tu viens de parler, qui conduisent même à des formes de discrimination. Donc on parle beaucoup du sexisme, on parle beaucoup du machisme, etc. Et vient de nouvelles formes de discrimination comme l'agisme sur lesquels tu travailles. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet agisme ? Oui, donc concrètement, comme je vous l'avais dit en me présentant, moi j'aborde le vieillissement sous forme de construction sociale en parlant d'agisme. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont familiers avec ce terme, mais une fois que je vous l'aurai expliqué, je pense que ça vous fera sens sur beaucoup de plans dans votre vie, notamment puisque l'agisme, ça renvoie à trois composants. Le premier, ce sont des stéréotypes, c'est-à-dire des croyances, des connaissances particulièrement négatives qu'on a sur les personnes âgées, comme le fait qu'elles soient lentes, qu'elles soient malentendantes, qu'elles soient égoïstes, qu'elles soient grabataires, qu'elles soient dépendantes, qu'elles soient vulnérables, mais aussi qu'elles soient aimantes, dans le cas des personnes âgées, grands-parents, qu'elles soient à l'écoute, toujours dans le cas des grands-parents, etc. Donc tous ces stéréotypes, toutes ces connaissances, croyances sont majoritairement négatives quand on parle de personnes âgées, et ces croyances vont induire des attitudes négatives, un jugement affectif négatif qu'on appelle des préjugés. Et ces préjugés vont conduire à ces comportements discriminatoires particulièrement délétères pour les personnes âgées. Ça va inclure du paternalisme, de l'infantilisation, de la suraccommodation, où on va adapter notre discours, on va simplifier nos phrases, on va parler plus fort, tout simplement parce qu'on juge la personne comme étant âgée. Et on n'a pas d'autre indice qu'elle est âgée, on ne sait pas si elle a des problèmes d'audition, on va directement adapter notre discours, on va directement parler plus fort parce qu'on la considère âgée. Donc ça peut être considéré comme une forme de discrimination très subtile, mais qui va être reproduite et continuellement intériorisée par les individus qui la subissent et qui vont développer progressivement sur le long terme des troubles cognitifs, difficultés sur le plan physique également, sur le plan non cognitif, également une diminution de leur estime de soi, une augmentation de l'isolement, plus de symptômes dépressifs, une diminution de la longévité de vie, etc. Donc ce phénomène, il est vraiment très délétère en société et il est surtout très présent, comme je vous le disais. Et si on reprend l'étude européenne dont je vous ai parlé un peu plus tôt, ils ont demandé est-ce que vous avez déjà été discriminé sur la base de votre âge, de votre genre ou de votre ethnie, et on voit que 35% de l'échantillon disent avoir déjà subi une discrimination sur la base de leur âge, alors que seulement, entre guillemets, 25% d'entre eux ont été discriminés sur la base de leur genre, et 17% sur la base de leur ethnie. Donc finalement, le phénomène de racisme ou de sexisme, qui est très médiatisé, très politisé, très présent en société, certes, n'est pas le seul phénomène et sont loin même d'être le seul phénomène avec des conséquences, comme je vous l'ai dit, très négatives. Donc finalement, c'est un phénomène qui est très présent en société, très peu discuté et sur lequel il faut agir dessus puisque, comme on l'a dit en introduction, on a ce vieillissement de la population qui est de plus en plus important, donc de plus en plus de personnes âgées et donc
potentiellement de plus en plus de présence de ce phénomène agiste. Et donc il faut vraiment remédier à cela, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'interviens, pour vous sensibiliser à ce phénomène-là et pour vous donner notamment quelques petites pistes d'amélioration pour améliorer les contacts qu'on peut avoir avec les personnes âgées. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur la présence de ce phénomène dans notre société, et notamment sur le plan culturel. Ce phénomène, il est très présent et il est présent dès la plus jeune enfance, notamment dans les Disney. Donc, je vous ai pris quelques exemples de personnages de dessins animés, plus ou moins récents, qui font écho peut-être à votre jeunesse ou en tout cas à la jeunesse de vos enfants ou petits-enfants. Notamment, tout à gauche, on voit le personnage de Nostalgie, un personnage qui est présent dans Vice Versa 2 et qui est associé directement à une personne âgée, comme on le voit avec ses attributs physiques. Une personne âgée, donc vieille, de par sa couleur de cheveux, mais également parce qu'elle se déplace avec une canne. Et on associe ce personnage dans ce film à une personne âgée assez gâteuse, mais surtout malentendante. Elle est représentée dans le film comme quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer et qui a des difficultés à comprendre et à entendre ce qu'on lui dit. Donc à nouveau, ça va être une notion qu'on va associer à la vieillesse, au vieillissement, comme le fait que la personne âgée est malentendante, elle est dépendante. Et c'est quelque chose qu'on va directement associer en tant que jeune enfant à cette catégorie d'âge-là et qui va être reproduite tout au long de notre existence. Et donc forcément, lorsque nous-mêmes, on va être catégorisé comme personne âgée, puisque, comme Lydie l'a dit, ce sont des catégories qui sont fluides et qui ne sont pas fixes. On va tous passer par ces catégories d'âge-là. Une fois qu'on va atteindre cette catégorie d'âge-là, on va nous-mêmes nous limiter sur nos actions, sur nos prouesses cognitives. On va nous-mêmes s'auto-censurer sur nos capacités, ce qui fait écho notamment à ces stéréotypes, à ces croyances négatives dont on a connaissance. Et tout ça, cette intériorisation va être donc répétée, notamment à travers un autre exemple que je vous présente ici, l'exemple de Blanche-Neige et de la méchante sorcière, de la méchante reine qui se transforme en vieille sorcière. Et cette transformation de vieille sorcière, elle se fait surtout sur un plan physique. On associe la personne âgée à quelque chose quelque chose qui n'est pas du tout attractif, avec des pustules, avec une représentation physique vraiment très négative. On associe de nouveau cette vieillesse à quelque chose qui n'est pas du tout positif, ce qui fait écho de nouveau à toute cette commercialisation qu'on a sur le bien vieillir, sur les produits cosmétiques, sur la chirurgie esthétique, tout ça pour ne pas ressembler à une personne âgée, alors qu'au final, à nouveau, on est tous finalement un jour une personne âgée. Donc il faut déjà prendre conscience qu'un jour nous aussi on va être dans cette catégorie-là et que c'est pas forcément négatif d'être dans cette catégorie-là parce qu'on est encore capable de faire beaucoup de choses, comme Régis vous le dira mieux que moi par la suite. Dernier exemple en ce qui concerne les Disney, celui de Rudy dans Cusco. Une personne qui est littéralement l'archétype de la personne âgée, comme étant dépendante. Elle est dans une maison avec d'autres personnes âgées, une maison de retraite, et cette personne, elle est chassée directement par l'empereur parce qu'on la considère comme peu importante en société, comme n'apportant rien en société. Et à nouveau, ça, c'est une notion très importante qui fait écho à la société d'aujourd'hui. On associe une personne âgée à un fardeau, à quelque chose qui est coûteux et qui n'est pas productif, puisqu'aujourd'hui, la société met en avant cette efficience, cette efficacité sur le plan notamment jeune. Et c'est à ce niveau-là que des différences entre jeunes et personnes âgées vont se traduire et des conflits intergénérationnels vont naître sur cette base-là, notamment sur ces stéréotypes qui vont être entretenus tout au long de notre vie. Et là, c'est un exemple, j'aurais pu vous en prendre plein d'autres, mais j'espère que ça commence à vous faire comprendre que finalement, cette discrimination, elle est présente de façon très subtile et surtout très banalisée. Et ça a été notamment le cas lors de la Covid-19, un autre exemple d'actualité cette fois-ci, où on a homogénéisé toutes les personnes de plus de 60 ans comme étant personnes âgées, malades et vulnérables, dépendantes. Sans même s'intéresser un tant soit peu à l'individu en tant que tel. On a classifié, catégorisé tous les individus comme étant des personnes dépendantes, malades, qu'il faut aider, qu'il faut protéger. Et à nouveau, ce type de comportement peut être considéré comme un comportement discriminatoire pour les personnes qui l'ont subi, puisque ça a augmenté
l'isolement des personnes âgées, ça a réduit les communications avec elles, puisqu'il y a une fracture du numérique qui se fait avec cette génération et les autres générations. Et ça a conduit à une intensification des comportements agistes où on a à nouveau encore plus médiatisé le fait que la personne âgée, elle est malade, elle est dépendante et c'est un fardeau, un poids pour la société. Dans les discours politiques, on a même émis l'idée que c'est une catégorie qui était responsable d'une surprésence d'un manque de lits dans les hôpitaux, puisqu'on devait gérer le problème âgé. Et finalement, c'est quelque chose qui a été à nouveau banalisé en société. Donc, tout ça, c'est pas très positif, c'est pas très joli. Certes, j'essaye, moi, d'essayer de comprendre pourquoi on a ces stéréotypes, pourquoi on a ces connaissances, ces croyances négatives sur les personnes âgées. Et un fil que j'essaye de tirer, c'est à travers la notion de dynamique intergroupe, les dynamiques notamment jeunes et personnes âgées. Puisque, comme je vous l'ai dit, ces catégories d'âge, elles sont fluides et il faut prendre en connaissance dès la plus jeune enfance qu'un jour, on va être dans cette catégorie non souhaitée. Et finalement, comment améliorer cette perception qu'on a d'une catégorie qui est perçue très négativement, comment améliorer cette perception ? Mais tout d'abord, comment l'expliquer ? Parce qu'avant de réduire donc ce phénomène, il faut déjà le comprendre. Et on essaye de le comprendre à travers la perception de menaces, notamment le fait que les jeunes percevraient les personnes âgées sur le plan de menaces, à différents niveaux. Sur le plan économique, comme je vous l'ai dit avant, sur le plan médical, par la présence des personnes âgées dans les milieux médicaux. En tout cas, c'est ce qu'on suppose. À nouveau, ce sont des croyances. On se base sur ces croyances pour justifier de celles-ci, mais aussi des différences de valeurs, des différences politiques, des différences de gestion de crise économique, de réchauffement climatique. Toutes ces notions qu'on associe aux personnes âgées qui sont différentes, ou du moins on le suppose des jeunes, viendraient intensifier ces regards négatifs qu'on porte sur le vieillissement. Et cette intensification, elle fait écho, et ça a déjà été montré dans d'autres formes de discrimination, notamment le genre ou l'ethnie, où en effet le flux migratoire a conduit en fait à une perception de menace, à une appropriation de valeurs qui n'étaient pas les nôtres et qui conduit à avoir des attitudes négatives envers les immigrés. Et on essaye d'appliquer ce même concept aux catégories d'âge, donc avec ces différences de valeurs sur le plan politique, sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan médical. Et c'est comme ça qu'on essaiera en tout cas d'expliquer l'adhésion de certains jeunes à des stéréotypes négatifs. Mais finalement, comment je vais mettre en lien ces deux concepts qui vous paraissent, je pense, assez différents ? En psychologie sociale, on a une méthodologie assez propre à nous, à l'expérimentation, en utilisant notamment deux types de méthodologies. La première, c'est l'utilisation d'enquêtes, en utilisant des questionnaires. Voilà, donc au final, en fait, on va créer des phrases qui vont refléter un concept. Ici, ce sont des phrases qui reflètent le concept de stéréotype négatif qu'on a envers les personnes âgées. C'est-à-dire, par exemple, les personnes âgées sont souvent trop bornées pour réaliser qu'elles n'arrivent plus à faire les choses comme avant. Et on va demander aux participants de se positionner de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Une autre phrase, les personnes âgées ne devraient même pas essayer d'avoir l'air cool. À nouveau, les participants vont devoir se positionner sur ces phrases-là, et ces phrases traduisent donc de ces stéréotypes négatifs qu'on a envers les personnes âgées. À nouveau, tout le monde ne va pas adhérer à ces stéréotypes, tout le monde ne va pas forcément mettre tout à fait d'accord, et encore heureux. Ça va être des positionnements ambivalents, mais nous, ce qu'on va recueillir, ça va être une vision globale de la société. C'est pour ça qu'il me faut beaucoup de participants, 200, 300, 400, 500 participants, ici jeunes notamment, donc pour avoir la vision des jeunes qu'on a sur la vieillesse. Et je peux vous le dire, malheureusement, cette vision, en tout cas en société, elle est majoritairement négative. On entretient, notamment les jeunes, beaucoup de stéréotypes négatifs sur ces différentes phrases. Donc ces phrases viennent à nous questionner sur comment on va concevoir le vieillissement de la population et la personne âgée. Et on va confronter donc ces types de phrases à d'autres phrases qui vont traduire, elles, de phrases
sur la menace. Les personnes âgées ont des valeurs familiales différentes des jeunes. Les personnes âgées n'adhèrent pas aux nouvelles technologies. Les personnes âgées ne comprennent pas les nouveaux styles musicaux, etc., etc. Et à nouveau, on va demander aux participants de se positionner sur ces phrases et on va comparer ces réponses, essayer de voir s'il y a un lien. Et en effet, pour l'instant, on explique le fait que les participants qui sont tout à fait d'accord avec la phrase « les personnes âgées ne devraient même pas essayer d'avoir l'air cool » sont également d'accord avec la phrase « les personnes âgées ne comprennent pas les styles musicaux des jeunes ». Et c'est à travers cette méthodologie-là que j'élabore donc mes protocoles et que je vous fais part donc de ces résultats comme quoi les jeunes percevraient une menace des personnes âgées, ce qui conduirait donc à adhérer à ces stéréotypes négatifs. Une autre façon de venir interroger mes participants, c'est en réalisant des expérimentations où cette fois-ci, plutôt que de simplement proposer des phrases, je vais venir manipuler le stéréotype ou manipuler la menace en proposant une situation expérimentale un peu particulière où je vais notamment confronter des groupes entre eux. Un groupe où je ne vais rien faire, je vais seulement présenter ces phrases à mes participants, ça va être le groupe contrôle, et un groupe où je vais proposer quelque chose avant ces phrases. Et ce quelque chose, ça va être une manipulation. Je vais présenter notamment, par exemple, un petit texte qui va décrire une personne, Pierre, de 70 ans, qu'on va donc catégoriser comme une personne âgée, puisqu'elle a 70 ans. Je vais renforcer cette description avec le fait que Pierre a des problèmes pour se déplacer, qu'elle entend mal, etc., pour bien centrer sur le fait que Pierre est catégorisé comme une personne âgée, et je vais rajouter que Pierre a des idées très précises sur la façon de gérer le climat, qu'il faudrait retourner aux énergies fossiles, que le nucléaire c'est très important, que les nouvelles formes d'écologie ne sont pas du tout enviables et au lieu d'améliorer les choses, font que ralentir le progrès technologique et économique, etc. Je vais vraiment axer cette menace et je vais voir si avant de présenter ces phrases, donc en présentant le texte, ça va venir modifier les réponses de mes participants. Et je vais pouvoir le faire en comparant donc ces deux groupes-là. Ça, c'est donc un type de méthodologie qu'on utilise en psychologie, notamment en psychologie sociale, pour interroger donc mes participants sur des concepts qui ne sont pas simples et qu'il faudrait décrire plus longuement comme je vous le fais là aujourd'hui. Mais concrètement, comprendre le phénomène, c'est donc important, mais il faut surtout le réduire et c'est donc là-dessus que je vais terminer. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est donc le contact. Le fait de venir limiter l'isolement des personnes âgées qui est de plus en plus important. Et c'est donc pour ça que dans ma thèse, et c'est ce que je vais essayer de promouvoir le plus longtemps possible, de promouvoir des contacts intergénérationnels. Et ces contacts, il ne faut pas forcément qu'ils soient fréquents, il faut surtout qu'ils soient de qualité. Et par contact de qualité, j'entends un contact qui va venir mettre en lien des jeunes et des personnes âgées autour d'une activité commune. Ils vont avoir donc un objectif commun où ils vont coopérer ensemble pour réaliser un objectif qui va leur servir mutuellement. Et autour de cet objectif, de cette activité, il va y avoir beaucoup de partage. Et l'idée, c'est de maximiser cette communication, un partage d'expérience, pour montrer notamment que la personne âgée, elle peut communiquer de façon positive avec un jeune et qu'il n'y aura pas forcément de disputes, de conflits sur certains points, puisqu'elles vont avoir le même objectif. Et finalement, en société, on a souvent le même objectif, c'est de bien vieillir comme tout individu. Donc, c'est à travers ce cadre-là que je vais réaliser du coup mes protocoles expérimentaux. Je vais venir manipuler ce contact en mettant en lien notamment des jeunes et des personnes âgées autour d'un jeu d'enquête. Et le but, ça va être de réussir ensemble à résoudre l'enquête. Et autour de ça, il va forcément falloir communiquer sur les réponses à cette enquête. Et je vais donc confronter cette situation à d'autres situations expérimentales qui ne vont pas mettre le même
focus sur le contact. Et c'est ce qu'essayent notamment de faire différentes associations, comme Silver Geek, qui est une association qui vise à limiter la fracture numérique que subissent les personnes âgées en mettant en lien des personnes jeunes et des personnes âgées autour du numérique, où en fait les jeunes et les personnes âgées vont jouer ensemble aux jeux vidéo, vont réaliser ensemble des recherches internet, vont réaliser des petits projets, des genres d'exposés, vont réaliser ensemble des visioconférences, et c'est à ce titre-là que le contact va se faire autour du numérique. Donc à travers cet outil-là, on va pouvoir créer des contacts intergénérationnels positifs, on va pouvoir se rendre compte que les personnes âgées sont capables finalement de s'approprier les nouvelles technologies, d'être dans l'air du temps entre guillemets, et finalement elles y arrivent très bien. Une autre association, les Petits Frères des Pauvres, qui est une association qui est très présente en France et qui vise notamment à lutter contre cet isolement des personnes âgées qui, comme je vous l'ai dit, est très important. Plus de 30% des personnes âgées sont considérées comme isolées socialement, et c'est donc un phénomène qu'il faut réduire, notamment en intensifiant le contact intergénérationnel pour aider la génération, mais également pour aussi apprendre d'elle. Et enfin, une société, cette fois-ci, moins une association, Cohabilis, qui met en lien des individus pour partager des milieux de vie, notamment sous un esprit de colocation. Et c'est une société, une association qui est beaucoup prisée par les personnes âgées, qui se retrouvent seules dans leur maison et qui nécessitent donc un peu de vie et qui vont donc chercher un colocataire, jeune notamment en études, pour rythmer leur vie et pour avoir aussi une autre rentrée d'argent pour que la maison vive. Et c'est à ce titre-là que le contact intergénérationnel va se faire, et généralement, il va donc être positif. Voilà. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Donc actuellement, la recherche supporte plutôt les bénéfices des contacts maintenus intergénérationnels entre des jeunes et des personnes plus âgées. C'est plutôt ça qui est préconisé. Alors, exactement, mais à nouveau, il faut que ce contact, il y ait différentes conditions d'établissement de ce contact. Comme je vous l'ai dit, qu'il y ait une activité commune, qu'il y ait un partage d'expérience, que le contact soit positif, parce que comme je vous l'ai dit, un contact fréquent, en fait, ça ne suffit pas. Je pense que Régis va être d'accord avec moi, mais dans le milieu hospitalier, dans les EHPAD, il y a beaucoup de maltraitance des personnes âgées, et pourtant, les aides-soignants sont constamment en contact avec les personnes âgées, mais elles n'ont pas le temps de s'en occuper. Et finalement, le contact, il est un peu absent. Bien qu'il soit présent, il y a un peu de discussion, mais il ne suffit pas puisqu'il n'y a pas vraiment d'échange, de partage. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut axer la communication entre les générations pour améliorer cette vision qu'on a malheureusement négative de la société sur le plan du vieillissement. Merci beaucoup. Alors, comme on a un peu dépassé le temps, ce que je vous propose, c'est de ne pas regarder les dessins tout de suite, mais de garder le suspense jusqu'à la fin, comme ça on aura bien le temps pour les questions, et de faire directement la transition sur la question du vieillissement du point de vue biologique, parce que derrière cette construction sociale, il y a aussi une réalité biologique. Et du coup, Régis, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que c'est que le vieillissement de ton point de vue de médecin gériatre ? Alors, c'est dangereux de regarder le vieillissement au travers du prisme de la médecine, parce que le risque, c'est un autre travers, c'est la médicalisation du vieillissement. Le vieillissement, c'est un processus physiologique. Enfin, c'est pas une bonne nouvelle, mais on vieillit tous. Enfin, il y a quelques personnes qui essaient, là, en ce moment, je lisais depuis... il y a quelques mois, un milliardaire américain qui se fait transfuser du sang de ses enfants pour essayer de rester jeune. C'est drôle, cette difficulté qu'on a à accepter finalement notre propre finitude, parce que c'est quand même cela. Donc c'est un processus physiologique qui commence très tôt et qui en plus est très inégal, très inégalitaire et très inégal. Chez une même personne, on va avoir des signes de vieillissement, des cheveux blancs qui peuvent apparaître très jeunes. On a des gens qui vont avoir un vieillissement sensoriel qui apparaît assez rapidement, l'hypoacousie, la presbyacousie. On a des gens qui vont présenter des signes de vieillissement de certains organes beaucoup plus vite que d'autres. L'insuffisance cardiaque, par exemple, chez certaines personnes, est un signe de vieillissement des organes. Donc, ça n'est pas une pathologie de vieillissement. La gériatrie, puisque en tant que médecin, je m'occupe en tant que gériatre de personnes âgées qui sont atteintes de maladies liées ou aggravées par l'âge. C'est donc un sous-ensemble de la question du vieillissement. Ce n'est pas la même chose que la gérontologie.
où on va s'occuper des aspects liés au vieillissement, et la gériatrie, c'est la question des maladies. Et de ce point de vue-là, je voudrais attirer votre attention sur une réalité qui m'apparaît quand même importante à comprendre. Parce qu'elle peut paraître ambiguë. Le vieillissement, c'est une conséquence du progrès, en quelque sorte. Vous faisiez un rapide rappel historique, mais l'augmentation de l'espérance de vie, elle a été presque asymptotique au 19e, puis surtout au 20e siècle. Hein. Elle est corrélative à l'amélioration des conditions de vie, aux améliorations sociales, à l'apparition d'une médecine qui guérit. On a gagné des années, mais c'est incroyable si on regarde. On était vieux à 40 ans au début du 19e siècle. Donc, on voit bien qu'il y a là quelque chose qui est lié au progrès. Le progrès génère la possibilité de bien vieillir. J'aime pas ce mot-là. Mais de vieillir sans avoir trop de difficultés, sans trop de maladies, sans trop de perte de son indépendance fonctionnelle, sans trop d'altération de ses capacités décisionnelles. Mais plus la santé s'améliore, plus la médecine progresse, qui permet de guérir dont on mourait jeune avant, maladie infectieuse par exemple, plus elle amène les gens à des âges avancés. C'est ce qu'on appelle la longévité. On est de plus en plus nombreux à atteindre des âges avancés. On ne vit pas plus longtemps, ou guère plus longtemps. Il y a un point de butée, semble-t-il. Hein, on finit par mourir. Hein. Jeanne Calment est quand même, vous vous rappelez, hein, la doyenne de l'humanité, 122 ans, je crois. Hein, 23, ouais. 23. On n'a pas fait mieux. Enfin, ou, je ne sais pas si on peut dire mieux, d'ailleurs. On va guère plus loin. Il y a des transhumanistes qui commencent à dire qu'on pourrait essayer de lutter contre cela. Je n'y crois guère, entre guillemets. En revanche, on n'a jamais eu autant de personnes aussi âgées. On n'a jamais eu autant de gens qui arrivent dans la 9e décade. Il y a 30 000 centenaires en France en ce moment. C'est incroyable, quoi. Hein. On a des gens qui nous racontent encore, presque plus, mais des temps que les historiens peuvent capter en allant chercher la mémoire des personnes. Est-ce que c'est 30 000 centenaires en France ou dans le monde? C'est 30 000 centenaires en France. En France. C'était 3 000 il y a 10 ans. Et c'était 30 il y a 20 ans. Enfin, je caricature en vous disant ces chiffres, mais c'est cet ordre-là. C'est des chiffres qui sont issus des travaux de l'INED, l'Institut national des études démographiques en particulier. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est que plus nos sociétés progressent ou avancent, plus la médecine corrélativement progresse, plus elle génère des situations de vieillissement, mais aussi de vieillissement complexe. Et donc des personnes en situation de vulnérabilité liée à leur âge. Des personnes qui vont pouvoir vivre alors qu'elles n'auraient pas pu. Elles vont pouvoir vivre avec non pas une, mais souvent plusieurs maladies synchrones. Ça, c'est un nouveau paradigme pour la médecine. La médecine est chamboulée par le vieillissement. La médecine, elle a été progressivement construite en pensant pathologie par pathologie, dans une visée de la guérison. Et elle produit de la guérison, mais elle produit aussi de la vie avec la maladie. Et ça, c'est un impensé du progrès, littéralement. C'est une forme d'angle mort du progrès qui a été tellement peu pensé qu'il n'est pas accompagné. Il vaut mieux pas mal vieillir, je mets le mot mal entre guillemets, hein, bien entendu. Hein. Il vaut mieux pas être polypathologique, présentant une altération de son indépendance fonctionnelle, voire des troubles cognitifs. Tout ceci mêlé nous blacklist littéralement. Tout ceci mêlé dans une société qui, elle, vous disiez tout à l'heure, valorise quand même plutôt la jeunesse, l'absence de maladie, la performance, voire la rentabilité. On est dans une société de la performance et de la rentabilité. Et on fabrique des personnes en situation... Ça dépasse même la question du vieillissement, ce que je suis en train de dire, puisque cette vulnérabilité, elle peut commencer très tôt dans la vie. Certains grands prématurés, qui ne sont pas morts parce que la réanimation les maintient en vie, vont avoir une vie en situation de vulnérabilité. Certaines personnes très jeunes, vous vous rappelez de l'affaire Vincent Lambert, par exemple. Vincent Lambert,
très jeune, hémorragie, traumatisme crânien, il vit pendant 7 ans, en situation de dépendance totale, absolue. Pas rentrer dans les détails, mais ça pose des questions de nature éthique majeure. Est-ce que c'est une vie ? Quelle est la vie quand on ne peut plus y trouver un sens, etc. Enfin, questions auxquelles je ne sais pas répondre, mais qui doivent être posées. On voit donc que la médecine fabrique du vieillissement complexe et que ni la société, ni le système de santé n'ont été pensés pour accompagner ce qu'ils contribuent à générer. Il y a donc, de mon point de vue, une forme de responsabilité sociale, un devoir et du système de santé à accompagner des situations qu'il contribue à engendrer et de notre société à développer des nouvelles formes de solidarité. Je m'explique. Sur le plan de la médecine et de son devoir d'accompagnement, si elle ne se modifie pas, la médecine, elle va accroître ce que vous décriviez, l'agisme, qui est déjà extrêmement présent dans le milieu de la santé en particulier. Qu'est-ce qui caractérise une personne âgée, et particulièrement une personne âgée qui rentre dans le champ de la médecine? Vous ajoutez l'âge, les pathologies et l'angoisse qu'il y a de rencontrer des personnes dans le milieu de la santé. Ce qui caractérise le vieillissement, c'est plutôt une forme de ralentissement, mais pas autant qu'on le dit de perte. Une personne âgée, par exemple, elle comprend tout ce que vous lui dites, surtout si vous parlez en la regardant bien, si vous adaptez le ton, la tonalité, la hauteur de votre voix à sa capacité à entendre, et si vous parlez lentement. Et si vous la laissez, si vous laissez le temps d'intégrer ce que vous dites. Faites cette expérience. Je pense que ça doit bien exister chez les psychologues, tout cela. En réalité, on parle de plus en plus vite. Vous avez remarqué ça aussi ? On parle de plus en plus vite et il faut faire de plus en plus vite. Et donc, on va de plus en plus vite pour expliquer quelque chose qui est de plus en plus difficile à comprendre à des personnes qui ont besoin de plus de temps et qui finalement, avant qu'elles n'aient compris, et encore bien plus avant qu'elles n'aient pu donner leur accord, je parle du consentement libre et éclairé des personnes, qu'elles peuvent donner si on y prend le temps, avant qu'elles n'aient pu donner leur accord, on a déjà décidé pour elles. C'est une forme de maltraitance, me semble-t-il, qui est institutionnelle. Il ne s'agit pas de dire, de chercher des coupables, mais c'est une société, un système de santé qui a oublié l'objet de son propre travail, me semble-t-il. Je prends un autre exemple. Le modèle, on en discutait avant notre réunion, le modèle dit modèle des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans des travaux que j'ai pu coordonner dans le passé, on montrait que dans les EHPAD, les résidents, puisqu'on les appelle des résidents, les personnes qui sont dans des EHPAD, à 80% d'entre eux sont des personnes qui ont souhaité explicitement ne jamais aller dans des EHPAD et qui s'y retrouvent. Elles s'y retrouvent pour des raisons, pour des bonnes raisons, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais pour des raisons en général de prévention et de risque. De prévention, de risque de chute ou de risque de fugue, etc. Pour des raisons de sécurité, et sans qu'on en ait conscience, on génère, c'est dans une visée du bien, pour des raisons de sécurité, on engendre une privation de liberté. Il y a quelque chose qui ne va pas dans un système qui prive les gens d'une forme de leur autonomie, me semble-t-il. Donc il y a là quelque chose à prendre en compte, me semble-t-il, et je termine juste sur ce point-là pour dire que les temps, quand les temps ne se croisent plus, quand les temps des professionnels de santé, par exemple, ne croisent plus les temps des personnes âgées ou des personnes âgées malades, là on entre très vite dans quelque chose qui s'appelle la maltraitance, me semble-t-il. Mais vous voyez, ça renvoie à la nécessité de repenser et notre société, et notre système de santé. Système de santé dont la crise qui est actuelle, je pense que ce n'est pas un scoop de dire que les systèmes de santé sont en crise. Ce n'est pas simplement en France. Les systèmes de santé dans les pays qui ont eu des systèmes de santé développés sont en crise. C'est une crise du sens. Qu'est-ce que soigner veut dire quand on ne prend plus le temps de l'écoute, quand on ne prend plus le temps de la réflexion, quand on ne prend plus le temps du respect. C'est à ce point une source de souffrance chez les professionnels que des professionnels, pour ne pas être maltraitants, quittent le système de santé. Donc je le dis comme ça, les réponses ne sont pas simples à apporter. Elles ne sont pas simples. Il se trouve que je travaille avec le Haut Conseil en santé publique à faire des propositions aux décideurs, aux ministres,
c'est pas simple parce que, par exemple, anecdote, ça fait 8 ministres de la Santé qu'on voit en 2 ans. Donc, comment vous pouvez attirer l'attention sur une question de fond à des gens qui sont, comme me le disait un de ces ministres, vous savez, Régis, on est plutôt des pompiers, nous. On éteint des feux qui s'allument, mais on n'a pas le temps d'aller sur le fond. C'est dramatique d'entendre ça. Mais c'est une réforme de société aussi qu'il faut penser. Une société qui oublierait, je réagis à la notion d'agisme, une société qui oublierait que son avenir n'existe que parce qu'elle fait société, et elle fait société parce qu'elle a su développer des formes de solidarité. Une société qui oublie ça et qui développe une forme d'exclusion ou d'ostracisation des personnes est une société qui court à sa perte, me semble-t-il. Il s'agit donc, pour moi, de repenser des nouvelles organisations, et des travaux que vous décrivez dans le sens, aussi bien d'ailleurs, de mon point de vue, tout le travail sur le numérique. Bien sûr, il y a une fracture numérique entre en particulier les personnes très âgées. Mais si on considère que le numérique ou que l'intelligence artificielle sont en eux-mêmes une fin et non pas juste un moyen, on a tort. On est là sur des outils qui peuvent être utiles si on les considère comme des outils. S'ils peuvent d'ailleurs, dans le domaine de la santé, moi j'attends de l'intelligence artificielle, de la domotique, de la robotique et du numérique, qu'ils viennent libérer le temps des professionnels de santé pour qu'ils se consacrent à la relation. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans un discours très utopique, en quelque sorte. C'est un changement profond de nos sociétés qu'il faut prévoir. Juste pour terminer, vous faites partie d'un comité d'éthique où vous vous interrogez beaucoup sur ces questions du vieillissement et de l'accompagnement des personnes très âgées, du coup, surtout. Quelles sont les questions, là, actuellement, qui sont les plus prégnantes dans les comités d'éthique que vous voyez passer très succinctement, parce qu'il nous reste 2 minutes. En force d'hésiter, les 2 minutes vont passer, mais le comité consultatif national d'éthique, depuis assez peu de temps, s'intéresse, c'est d'ailleurs assez révélateur, aux questions du vieillissement. Il est lui-même embarqué dans le déni collectif du vieillissement. Je pense que nos sociétés, nous faisons le constat que nos sociétés ne veulent pas regarder leur propre avenir. Nous sommes des sociétés qui vieillissons. Ce n'est pas forcément un drame, ce qu'on est en train de dire. Ça peut être une opportunité, à condition qu'on anticipe, qu'on le réfléchisse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de se dire qu'est-ce que serait une société, parce que le corollaire, mais j'ai compris que vous aviez eu une soirée sur ce sujet-là, corrélativement à la question du vieillissement, se pose la question de la baisse de la natalité. Le solde de ces 2 évolutions est, à mon avis, un risque majeur d'apoptose de nos sociétés. Comment une société peut vivre si il n'y a plus que des personnes âgées ? Apoptose, pour ceux qui n'ont pas le terme, c'est la disparition ou la dégradation de la société, c'est ça. Voilà. Nos sociétés, peut-on imaginer, je rebondis sur ce que évoquait Théo, peut-on imaginer une société où on séparerait vieux et jeunes ? Peut-on imaginer une société où il y aurait beaucoup plus de vieux que de jeunes ? Je ne peux pas me lancer dans le débat sur les retraites, par exemple, ou sur l'économie, ou sur les modèles économiques sur lesquels reposent nos sociétés contemporaines. Il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne en vous disant cela. C'est que la course à la croissance et la course aux enjeux économiques libéraux vont devoir être redéfinis au plan mondial, au plan international, compte tenu du vieillissement qui, lui aussi, n'est pas que français. Il y a des pays que vous connaissez, la Corée du Sud, par exemple, est en train de vivre un vieillissement incroyable. J'étais en Chine il y a quelque temps au sujet de la question du vieillissement. Les Chinois, très pragmatiques, ont dit, puisqu'on n'arrive pas à renouveler les jeunes et qu'on a un pays qui vieillit, nous, on ouvre très grand les portes de l'immigration. On fait venir plein de jeunes. Je vous dis juste cela par rapport à certains niveaux de réflexion qu'on peut avoir dans notre pays en ce moment qui montrent qu'on est vraiment dans le déni de cette réalité, me semble-t-il. Toutes ces questions sont des questions de nature éthique, puisque du coup, elles engagent un fondement éthique. Comment maintenir le fondement de notre société, qui sont les solidarités et le respect des individualités. C'est, à mon avis, ça qui est le plus important à penser, mais
Il y a un travail énorme, me semble-t-il. Il va en falloir des doctorants. Et heureusement, la recherche continue à ce sujet. Alors, vos différents éclairages ont soulevé, je pense, plein de questions dans le public. Donc là, c'est le moment où vous allez devoir travailler dans le public. En attendant que quelqu'un se motive pour lever la main et poser sa question, j'en ai juste une rapidement. On parle beaucoup dans les médias, comme tu disais tout à l'heure, de racisme, de sexisme, et il y a beaucoup de lois qui sont faites avec ça. Est-ce qu'il y a des occurrences de reconnaissance légale de l'agisme et des choses qui sont faites dans ce sens-là ? Alors ça, j'en ai un peu parlé avec une doctorante en droit justement qui travaille sur ces questions aussi. Alors il y a des lois qui nous disent qu'il ne faut pas discriminer des gens sur la base de leur âge, mais contrairement au sexisme ou au racisme, elles ne sont pas mises en avant dans les entreprises notamment. Elles sont complètement mises à l'écart comme la plupart des lois. Au final, il y en a beaucoup et qu'on connaît très peu. Donc au final, ça existe, mais à nouveau, il n'y a aucune promotion de cette politique anti-agiste. C'est bien dommage parce que à nouveau, dans le milieu du travail, il y a énormément aussi de discrimination, et là pas que des personnes âgées mais aussi des jeunes. Les jeunes peuvent aussi subir l'agisme avec des discours du type vous êtes trop jeune pour comprendre, ou vous venez d'arriver donc vous pouvez pas avoir de bonnes idées, etc. Et à nouveau, on voit beaucoup de personnes de plus de 50 ans qui sont considérées comme âgées au travail, qui ne retrouvent plus de travail sur tout simplement la base de leur âge. Donc il y a aussi beaucoup de phénomènes de discrimination à l'embauche sur la base de leur âge. Et à nouveau, il y a des lois qui sont faites, mais qui ne sont absolument pas mises en avant parce que les individus n'en ont tout simplement pas connaissance. Alors, quand on parle de féminisme et de racisme, pareil, souvent on renvoie les gens vers des associations ou des collectifs militants qui peuvent se saisir de ces questions et défendre leurs droits. Est-ce qu'il y a un équivalent pour la vieillesse ? Là, comme ça, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit. Il y a les associations qui promeuvent les contacts intergénérationnels. À ma connaissance, en tout cas, après, je suis assez naïf sur ces questions-là, il n'y a pas d'association qui milite vraiment pour ces questions sur le vieillissement, parce que, à nouveau, finalement, militer sur ces questions-là, c'est déjà en avoir conscience. Et comme je pense qu'on l'a assez bien résumé, on en a très peu conscience et on n'a pas envie d'en avoir conscience, tout simplement. Peut-être un appel du pied pour que tout le monde se saisisse de ces questions. Il y a une question juste ici. Non, je sais pas. Ah, d'accord, là. Très bien. La première ici et la deuxième ici, si ça vous va, et la troisième ici. Bonsoir. Je vais rebondir directement sur ce que vous venez de dire, Théo. Votre sujet de recherche se concentre donc sur les personnes âgées, mais c'est vrai qu'il y a aussi des discriminations sur les jeunes qui ont beaucoup de stéréotypes. Les jeunes sont fainéants, il y a plein de choses qui reviennent. À quel point la discrimination est au désavantage des personnes âgées par rapport aux jeunes ? Comment vous pouvez remettre ça dans son contexte ? Alors, moi, je vous ai simplifié la chose en vous présentant l'agisme, mais en effet, l'agisme, c'est une discrimination sur la base de l'âge, et pas forcément envers les personnes âgées. Donc, en fait, on peut tous subir de l'agisme, et des études montrent notamment que les jeunes subissent plus de discrimination agiste que les personnes âgées. Néanmoins, c'est quelque chose encore dans la littérature, dans le milieu de la recherche, qui est peu pris en compte, parce que le problème majeur actuellement, c'est le vieillissement de la population. Et on a pour l'instant beaucoup d'études qui montrent que l'agisme a des impacts très négatifs sur les personnes âgées, puisque ce phénomène a des impacts sur le long terme. Et donc on n'a pas forcément de visibilité encore sur les impacts que ça peut avoir sur les jeunes. Le seul impact qu'on peut voir, c'est l'intériorisation, comme je vous l'ai dit, de ces stéréotypes négatifs qui, plus tard, lorsqu'ils seront âgés, vont s'intensifier et vont conduire ces conséquences désastreuses que je vous ai expliquées plus tôt. Un petit complément. Peut-être, parce que je pense que cette question est très importante, parce que la question n'est pas tant celle de l'agisme que celle de la discrimination et des discriminations. Quel est le fondement des discriminations dans nos sociétés ? Et je pense qu'il y aurait un vrai risque à vouloir opposer des préférences, en quelque sorte. Ça renvoie à ça, une discrimination. Et je pense qu'il faut travailler sur la notion de discrimination. Quand
des groupes de personnes sont capables de discriminer d'autres groupes de personnes. Par exemple, la Covid a été assez intéressante, intéressante façon de parler, à analyser de ce point de vue-là. En voulant privilégier des personnes âgées, on les enfermait. Déjà, c'est étrange comme phénomène. Et en décidant que le risque vis-à-vis des personnes âgées était majeur, ce qui était vrai, d'une certaine manière. Je vous parlais tout à l'heure du vieillissement physiologique. Le vieillissement immunitaire, par exemple, c'est une réalité. C'est-à-dire que vous vous défendez moins bien contre des virus, des bactéries quand vous êtes âgé. En privilégiant le risque pour les personnes âgées, on a discriminé des jeunes. Et on a créé quelque chose qui est un peu inédit depuis très longtemps. C'est une poussée de l'altération de la santé mentale chez les jeunes qui est quand même assez inédite, me semble-t-il. Donc c'est bien cette question, non pas de qui on discrimine, mais pourquoi on est dans une logique de discrimination qui est intéressante, me semble-t-il. Effectivement, merci beaucoup. Il y avait une autre question juste ici. Bonsoir, j'ai deux remarques, enfin deux questionnements aussi, en même temps. L'une, c'est par rapport à ce que vous disiez, madame, sur la domotique qui accompagne les personnes âgées de plus en plus, et ce que vous faites comme étude sur le sujet. Et personnellement, je travaille dans la petite enfance. Et heureusement, nous n'avons pas encore de robots qui élèvent les enfants. Mais malheureusement, on ne sait pas ce que sera l'avenir. Mais justement, ça me questionne, puisque nous sommes capables quand même d'élever les enfants et de les accompagner dans l'humanité, dans le développement de leur humanité, mais nous ne sommes pas capables d'accompagner les personnes âgées, vu que le progrès complexifie le vieillissement, les états des personnes âgées. Nous ne sommes pas capables d'accompagner humainement et pas robotiquement les personnes âgées. Donc voilà, ça me questionne, même si c'est une forme de progrès pour laisser les personnes plus autonomes, si c'est leur choix. Mais malheureusement, le lien se perd, les liens sociaux sont primordiaux. Et dans la petite enfance, on voit bien que comment dire, il y a des garde-fous par rapport aux écrans pour les développements de l'enfant. Et justement, il y a des effets néfastes de la robotique sur le développement de l'enfant, mais on le nomme pas comme ça envers les personnes âgées. Donc il n'y a pas de garde-fou. Et la deuxième question, ou remarque, c'était par rapport à vous, doctorants, sur votre étude, qui me paraissait étrange sur pourquoi vous avez choisi des termes négatifs dans les questions que vous proposez. C'était induit, bien sûr, c'est induit. Et en plus, vous rajoutez une couche avec le deuxième questionnaire qui va encore accentuer l'effet, puisque vous dites, d'après ce que j'ai compris, que vous décrivez une personne âgée avec tous les aspects négatifs. Pourquoi n'avez-vous pas choisi une personne âgée de 75 ans qui fait du sport, qui a investi dans une association, qui travaille pour les jeunes, enfin, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que moi, je suis dans le champ éducatif et ça me questionne. Voilà. Merci. Je te donne le micro pour répondre tout de suite, mais juste pour revenir sur cette question de la domotique ou de la robotique. Alors déjà préciser que la robotique, on ne l'a pas non plus vraiment pour les personnes âgées. On essaye de pousser ça, mais on n'y est pas du tout encore en France. Et puis sinon, sur le fait de pourquoi est-ce qu'on retrouve ces innovations technologiques qui s'introduisent a priori plus facilement dans les soins aux personnes âgées que dans la petite enfance. Alors je dirais qu'il y a potentiellement le regard qu'on porte sur les personnes âgées qui sont davantage des rebuts que des jeunes enfants qu'on est en train de former pour devenir des adultes futurs. Donc peut-être qu'il y a ça, mais je pense aussi plus largement que c'est une évolution qu'on peut observer au-delà du champ de la vieillesse. Peut-être pas dans la toute petite enfance, mais si on pense aux enfants, aux adolescents et au système scolaire, et ben finalement le numérique est aussi en train d'exploser. Donc je pense que
ça va se voir bientôt partout dans tous ces systèmes, notamment parce que ça permet de faire des économies. Et je pense qu'on le voit beaucoup actuellement dans le champ du vieillissement, parce qu'il y a une grosse manne financière, parce qu'il y a de grosses industries derrière, mais certainement qu'on va le voir très bientôt auprès de populations plus jeunes. Juste très succinctement la réponse, comme ça on a le temps pour une dernière question. Bien sûr. En ce qui concerne mon protocole expérimental, je propose la menace, en effet, description très négative d'une personne, et je la confronte aussi à une description positive d'une personne âgée. Et je montre justement que cette description négative va induire ces stéréotypes négatifs et ces phrases négatives, alors que la vision positive d'une personne âgée viendrait potentiellement à réduire cette adhésion à ces stéréotypes négatifs. Et c'est comme ça aussi que je fais pour mes contacts, où j'ai un contact positif et j'ai un contact négatif, et je mets en avant que le contact positif va venir réduire et que le contact négatif va venir intensifier, ce qui va me permettre donc de promouvoir ces contacts intergénérationnels positifs, toujours en comparant du coup deux conditions et pas uniquement une. Il y a une dernière question ici. Oui, merci beaucoup. Plutôt que de relancer un débat fort complexe et qui demanderait des heures et beaucoup de travail avec des incertitudes et tout, j'aimerais apporter simplement un élément de sagesse, de réflexion. Pourquoi est-ce qu'on vous parlez abondamment d'agisme? Spontanément, j'ai envie de parler de jeunisme. Et j'ai envie de vous dire qu'on est dans une société qui privilégie la performance, l'argent et le pouvoir. Les modèles, c'est ceux qui gagnent du fric, c'est Elon Musk, c'est Zuckerberg et compagnie. Et on n'est jamais content de ce qu'on a aujourd'hui. Les vieux regrettent leur jeunesse, les jeunes ont peur de l'avenir. Vivons au jour le jour. Le plus beau jour de ma vie, c'est aujourd'hui et maintenant. Je peux agir. Est-ce qu'on ne peut pas favoriser ce contact, cette notion, faire en sorte que les gens se placent dans leur passé où ils ont fait des choses intéressantes dont on parle, on le reconnaît, dans un avenir où la médecine peut apporter des solutions, etc. Mais qu'on soit positif, qu'on arrête d'avoir peur du passé, peur de l'avenir. Non, aujourd'hui et maintenant, soyons responsables et entiers, sachons nous affirmer et défendre nos valeurs. Je le précise, je suis un humaniste et un professionnel de santé, un ancien professionnel de santé. Merci pour ces éléments de sagesse. Je pense qu'on peut essayer d'appliquer ce conseil. Avant de conclure, je vais juste demander à Hélène, du coup, de nous montrer ce qu'elle a fait. Alors, Hélène, est-ce que tu veux commenter ce que tu as retenu de cette session de Epic Époque? Non, d'accord. Je vais le faire donc en description. Alors, je vais essayer de lire. C'est à l'envers. Donc nous avons de superbes illustrations de nos intervenants. Qu'est-ce que le vieillissement? Donc le vieillissement est une construction sociale, si on doit retenir deux, trois choses. C'est une construction sociale, mais avec des marqueurs et des signes qui sont donc subjectifs, selon les cultures et les pays. Hélène a retenu que le vieillissement était un processus et pas un état, une évolution dans la représentation de la vieillesse au cours du temps. Comment étudier la vieillesse? On a eu quelques éléments de description sur comment on faisait pour étudier en sociologie le phénomène du vieillissement, qu'il y a deux types de vieillesse. Ok, on a l'intervention sur l'agisme. Retenir que l'agisme, c'est des stéréotypes et des croyances négatives, un jugement affectif négatif et qui induisent des comportements discriminants, paternalistes ou infantilisants vis-à-vis d'une catégorie d'âge, les personnes âgées. Et les personnes jeunes, ça peut exister, on peut le rappeler. Ok. On a parlé de la silver economy. Je ne sais pas si vous aviez cette notion en tête, cette économie destinée exclusivement aux seniors. L'introduction de la technologie pour accompagner le vieillissement. Et une piste pour mieux accompagner le vieillissement, c'est promouvoir les contacts intergénérationnels positifs. Ok. Et pour l'intervention de Régis, nous avons donc le fait que le système de santé n'était pas encore prévu ou équipé pour lutter contre, pour accompagner les problématiques de la vieillesse, et qu'on était dans des contextes un peu maltraitants. Si je dois résumer, j'ai bien résumé ce que tu as retenu, c'est bon?
Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Hélène parce que c'est pas un exercice facile d'illustrer en direct une conférence de ce genre-là. Les illustrations, vous pourrez les retrouver après coup sur le site du Jardin des Sciences. Donc vous aurez le résumé visuel de tout ça. Très rapidement, en quelques mots, si vous deviez conclure, peut-être avec ce que vous voudriez que le public retienne ce soir de votre intervention et de votre point de vue sur le vieillissement et la vieillesse. Je ne sais pas qui veut commencer. La première personne qui a le micro. Je ne vais pas me fatiguer. Je vais reprendre ce qui vient d'être dit par le collègue. Là. Je pense que mais c'est un changement paradigmatique qu'il faut entraîner. C'est-à-dire qu'il faut changer le regard. Je suis convaincu que ce dont nous parlons, ces constats qui pourraient être analysés comme très pessimistes, c'est une opportunité pour nos sociétés d'un changement qui m'apparaît fondamentalement important. C'est des approches capacitaires, en quelque sorte, qu'il faut développer derrière tout cela. Mais qu'est-ce que c'est pas facile dans une société qui est en crise ? Mais la crise, en elle-même, est probablement le signe qu'il y a quelque chose qu'il faut changer profondément dans nos sociétés. Moi, je reste un optimiste vigilant. Alors, ce que j'aimerais qu'on retienne peut-être de mon intervention, c'est ce que je n'ai pas dit à propos de l'éthique du care. Et notamment rappeler que dans cette éthique du care, il ne s'agit pas d'accomplir des actes de soins, il s'agit de prendre soin, c'est-à-dire qu'on est là dans du relationnel, dans de l'attention à l'autre, et que peut-être que ce soin est en train d'évoluer, mais il faut s'interroger sur est-ce qu'il évolue dans le bon sens. Et pour ma part, j'aimerais terminer sur le fait que tout ce qu'on vient de dire, toutes nos études, elles se basent grâce à vous aussi. Et donc vous pouvez aussi être acteur et développer les connaissances. Et donc si ça vous intéresse, participez à mes études où je suis actuellement en recherche de participants de personnes de plus de 64 ans qui veulent justement établir des liens avec les jeunes à travers du coup l'activité que je vous ai expliquée très rapidement autour d'un jeu d'enquête. Donc si jamais ça vous intéresse, je suis disponible et je serai ravi de collaborer avec vous sur ce protocole-là. Voilà. Très bien, donc nous arrivons à la fin de cette super conférence. J'espère que vous êtes plus éclairés maintenant sur la question du vieillissement.